Je voulais faire un épisode plus court que le précédent, mais je pense que j'ai échoué. Je n'avais pas anticipé le fait que 1917 serait la meilleure sélection de films que j'ai eue sur ces maintenant 18 épisodes. Et oui, le temps passe vite mine de rien. Le temps continue de filer à toute vitesse au fur et à mesure que j'enchaîne les années. Le cinéma continue d'évoluer et surtout d'humainement se renouveler. Cet épisode de 1917 sera sous le thème du renouvellement. Des légendes qui nous quittent, soit par une fin de carrière, soit par une mort brutale, et qui seront remplacées par de nouvelles légendes. Et en parlant de légendes, pour cet épisode, je vais commencer par vous parler de l'arrivée d'un grand cinéaste, considéré comme l'un, si ce n'est le réalisateur le plus important de l'histoire du cinéma américain. Un réalisateur qui a drastiquement fait avancer le langage cinématographique. Un réalisateur qui a fait du western son genre de prédilection. Et là-dessus, j'ai une petite confession à faire. Le western est probablement le genre cinématographique qui m'intéresse le moins et sur lequel j'ai le plus de lacunes. Nombre de films majeurs de Clint Eastwood, Sergio Leone, Howard Hawks, John Wayne ou Sam Peckinpah manquent à ma culture. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé cette série de vidéos. Découvrir des pays, des époques et des mouvements de cinéma que je connais peu. Le réalisateur dont je vais vous parler est non seulement à l'origine de quelques chefs-d'œuvre, mais sera en plus une découverte totale pour moi. Le réalisateur que certains placeraient devant Hitchcock, Spielberg ou Griffith en termes d'impact. Celui qui va amener le cinéma américain au niveau supérieur, celui qui fera ses premiers films en 1917, c'est John Ford. La carrière de John Ford, elle est immense, titanesque, colossale. Ses plus de 140 métrages s'étalant de 1917 à 1966. Une transition réussie vers le cinéma parlant. 4 Oscars du meilleur réalisateur et une quantité de films aujourd'hui considérés comme des incontournables, comme des films majeurs du cinéma hollywoodien. Là, on s'attaque à du très très lourd, à un cinéaste qui existe encore dans les discussions cinéphiliques. Et parmi les premiers longs métrages de John Ford, il y en a un qui s'appelle Straight Shooting. Straight Shooting se passe en plein western, en plein Far West, précisément dans l'univers que je n'aime pas. Les 30 premières minutes du film consistent surtout en de l'exposition qui m'accroche assez peu. Mais j'ai tout de même deux choses à noter en termes d'image. Déjà, John Ford excelle sur les plans larges. Les décors naturels sont magnifiques et cadrés de sorte à ce qu'ils soient vraiment impressionnants. Il sait gérer les différentes valeurs de plan, permettant de capturer toute une action en un seul cadre, sans jamais perdre en lisibilité. Deuxième point un peu plus trivial, la pluie. Je n'ai jamais vu dans un film de cette époque une pluie aussi dense et aussi concrète. Ça donne à la scène une atmosphère vraiment pesante, voire vraiment poisseuse. La deuxième moitié du métrage est bien plus généreuse en termes d'action et de péripéties. On a une scène de duel entre deux personnages et le travail de la tension est très réussi. Ça prend son temps, le décor est super large, on montre l'appréhension des spectateurs, l'appréhension des duellistes grâce à des gros plans, la scène est cadrée avec une précision chirurgicale et il y a un vrai travail au niveau du rythme de montage pour intensifier la tension de la scène. À ce moment-là, j'ai vu une maîtrise du langage cinématographique chez John Ford d'assez haut niveau. Sachant que c'est peut-être son premier long métrage, c'est assez impressionnant. Mais ça ce n'est rien, parce que juste après, on a une grande scène de home invasion. Une scène très ambitieuse, peut-être trop ambitieuse. Le build-up où l'on rassemble le plus de monde possible des deux côtés fonctionne plutôt bien malgré quelques problèmes au niveau du montage. Mais dès que la bataille commence, ça devient malheureusement illisible. Le montage fait n'importe quoi, on perd tout de suite nos repères et il y a des problèmes de raccord vraiment dérangeants. C'est le bordel et c'est vraiment difficile de s'y investir. Je note quand même un vrai dynamisme, une science du cadre et du rythme qui crée une vraie énergie à la scène. Straight Shooting, c'est vraiment prometteur pour un début de carrière. Rien qu'avec ça, j'ai déjà hâte de voir comment va évoluer le style de John Ford dans les prochaines années. Pour se faire une meilleure idée des débuts de John Ford, je vous propose qu'on regarde un autre film sorti cette année, Bucking Broadway. Globalement, c'est un film qui me laisse un peu plus de marbre que Straight Shooting. La faute à un récit qui ne m'a pas du tout captivé et un rythme assez lent. On a toujours un travail du plan d'ensemble qui est assez impressionnant, mais surtout, on a une scène dans une maison en pleine obscurité et la gestion de la lumière et des angles de caméra est assez géniale. Ça crée une ambiance vraiment intimiste et solennelle, comme si le monde extérieur n'existait plus. Le focus, c'est l'expression des émotions et des sentiments des personnages, et absolument rien d'autre, renforçant l'importance et l'impact de leur dialogue. Dernier point sur le film, bien évidemment, la baston générale. Un climax que j'ai trouvé bien plus réussi et maîtrisé que dans Straight Shooting, grâce à un dispositif bien plus réduit. C'est dynamique sans jamais nous perdre, chaque plan et chaque cut est vraiment pensé
pour servir au mieux les intentions de la scène, les chorégraphies sont vraiment solides, c'est très possible qu'il y ait des coups vraiment forts qui tapent pour de vrai. En tout cas, je vois 20 personnes qui se bagarrent de manière plutôt crédible et je passe donc un très bon moment. Sur les enchaînements martiaux, c'est vraiment improvisé et instinctif, mais je note quand même une très bonne utilisation du décor. Notamment la piscine, ils arrivent à faire des trucs assez ludiques avec. D'année en année, les bagarres cinématographiques s'améliorent et c'est très satisfaisant à voir. Sinon, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur le John Ford de 1917. Même s'il débute, il a déjà une maîtrise de la grammaire cinématographique assez remarquable et surtout, apporte quelques nouvelles idées techniques et esthétiques. Et 1917 ne sera pas marqué que par l'arrivée de John Ford. Dans l'écosystème du comic, on voit apparaître de nouvelles têtes que vous connaissez peut-être. On a tout d'abord les débuts de Harold Lloyd avec le film Over the Fence. Le film est beaucoup trop court, anecdotique et mal conservé pour que j'en parle en détail. Gardez juste le nom d'Harold Lloyd en tête car on va beaucoup le recroiser dans les épisodes suivants. Mais surtout, la grande icône du cinéma américain qui fait ses débuts en 1917, c'est Buster Keaton. Une carrière certes pas si longue, commençant sérieusement à décliner avec l'arrivée du parlant et la crise économique de 1929, mais un impact cinématographique monumental avec un sens de la cascade et de la physicalité qui inspire encore aujourd'hui. Coney Island est l'un des premiers films mettant en scène le personnage de Keaton, mais il marque aussi le début de l'étroite collaboration entre Keaton et Roscoe Arbuckle. Durant de nombreuses années, c'est ce duo qui va continuellement repousser les limites de la cascade, qui vont écrire la grammaire du cinéma comique dans le registre de l'absurde, et qui vont tout simplement proposer des films très sympathiques. Ayant pris un peu d'avance dans mes visionnages, j'ai hâte de vous parler de leur film de 1918. Pour en revenir à Coney Island, c'est sympa. Le film est très divertissant, on peut déjà y voir le jeu très expressif et les capacités athlétiques de Buster Keaton, et même de Roscoe Arbuckle, dont sa corpulence ne l'empêche pas de livrer des cascades assez impressionnantes. Bref, pas le film le plus mémorable, mais un bon marqueur du début de quelque chose de très grand. On voit l'émergence d'une concurrence directe, voire d'une rivalité, entre le style Arbuckle et le style de Charlie Chaplin. Et en parlant de ce dernier, encore et toujours, j'ai vu 3 films de Charlie Chaplin. The Adventurer, c'est sympa, mais c'est très standard. On enchaîne. Easy Street, c'est génial. Je parle souvent de rythme très bien tenu dans les films de Chaplin. Là, on atteint un niveau qui surpasse tout ce qu'il a fait précédemment. Il n'y a pas une seule fausse note. J'avais vraiment cette étrange impression de voir un mélange entre un film et un cartoon à la Tom et Jerry, tant il y a d'action et d'idées qui s'enchaînent de manière aussi soutenue. Également, les chorégraphies de combat des films de Chaplin s'améliorent d'année en année, c'en est grisant. C'est drôle, c'est généreux, c'est même parfois impressionnant. Il y a de plus en plus de recherches pour trouver l'équilibre entre le spectaculaire du mouvement et le percutant de l'impact. Bon, ce n'est pas encore du Gareth Evans, mais petit à petit, on pose les bases de ce qu'est une bonne bagarre au cinéma. Easy Street, c'est cool et c'est vraiment divertissant. Au point que c'est l'un des seuls films de toute l'émission où je pourrais me faire un revisionnage par pur plaisir. Et The Immigrant, c'est peut-être mon Chaplin préféré de cette année. Non pas parce qu'il serait le plus exubérant, le plus spectaculaire dans sa mise en scène ou le plus impressionnant dans ses chorégraphies, mais justement parce qu'au contraire, il est beaucoup plus resserré, et je dirais même plus intimiste. Comme dans le film The Vagabond de 1916, Chaplin laisse beaucoup de place à une émotion bien plus sensible. On a tout de même une scène vraiment impressionnante, cette cantine où tout le décor se balance et où tous les gags vont se construire à partir de ça, c'est hyper ludique. Je m'amuse sincèrement à voir toute la réflexion qu'il y a derrière chaque mouvement. La scène du restaurant est aussi géniale, car les gags vont être bien plus simples. Toujours inattendus et feront mouche à chaque fois. Cette scène nous prouve que Chaplin n'a pas besoin de balancer un pachyderme dans le musée des glaces pour créer du rire. Le running gag des personnages qui mettent les coudes dans les plats, c'est tout simple mais ça m'a sincèrement fait rire, parce que ce n'est jamais amené de manière gratuite. Tout le film construit une romance entre le personnage de Chaplin et le personnage d'Edna Purviance, une comédienne que l'on reverra régulièrement dans les films de Chaplin. Et c'est là que le film brille le plus selon moi. Les deux personnages ont une alchimie qui est vraiment palpable, et cette dernière scène est vraiment saisissante de tendresse. Tout le film est très bien réalisé, choisissant toujours le bon angle pour mettre en valeur soit le gag, soit l'émotion des comédiens, et dans cette dernière scène, c'est impressionnant de maîtrise. Chaplin comprend de mieux en mieux les émotions subtiles que le langage du cinéma peut convoquer, quelque chose qui va évidemment continuer à développer par la suite. Et dernier point sur le film, c'est la dernière fois que l'on verra Eric Campbell, comédien qui joue principalement l'antagoniste et la montagne de muscles des films de Chaplin.
Il trouvera la mort en fin d'année 1917, et c'est impressionnant comment en seulement 2 ans de carrière, il aura réussi à être une figure marquante de la comédie américaine des années 10. Pour l'année 1917, il faut aussi que je vous reparle une dernière fois d'Alice Guy. Dans l'épisode précédent, j'ai réussi à me planter 2 fois à son sujet. Bon, la première bourde n'est pas très grave, la réalisatrice que j'avais encensée en 1905, mais dont je n'ai jamais reparlé depuis. C'est faux, j'avais dit beaucoup de bien de Falling Leaves, sorti en 1912. Deuxième bourde, d'ailleurs comme Maurice Turner en 1914, Alice Guy est aussi partie aux États-Unis, le temps que la situation se calme en Europe. C'est faux. Elle a quitté la France bien avant et a fondé son propre studio, la Solex Film, à New York en 1910. Alice Guy réalise des films depuis 1896 et finit sa carrière vers 1920. Mais du coup, pourquoi est-ce que je parle de dernier film en 1917 ? Eh bien, le problème d'être une femme dans un milieu aussi masculin que le cinéma, c'est que peu importe à quel point tu es importante dans l'instant présent, l'histoire avec un grand H ne va pas forcément prendre la peine de te retenir. Wikipédia a plusieurs centaines de lignes consacrées à l'invisibilisation de l'œuvre d'Alice Guy et c'est vraiment passionnant à lire. Le problème de cette invisibilisation, c'est que moins d'efforts ont été mis à la préservation des œuvres. Résultat, 1917 est la dernière année où l'on peut regarder un film d'Alice Guy correctement préservé. Et en effet, d'après mes recherches, tout le reste de sa filmographie entre 1918 et 1920 a disparu. Et donc allons-y, regardons un film d'Alice Guy pour la dernière fois de cette émission, à savoir The Empress. Un regard complice, un rire, et j'aime déjà le film. Alice Guy a un talent indéniable dans la direction de ses comédiens pour créer une complicité vraiment naturelle. Tout passe par des détails, par des petits gestes, par des idées vraiment malignes. Malheureusement, la suite du film a mis fin à un problème que j'ai depuis toujours. Je ne suis pas physionomiste. Genre drastiquement en dessous de la moyenne. Et j'ai passé tout le reste du film à confondre tous les personnages entre eux et à me retrouver complètement largué dans l'intrigue. Je suis désolé, mais pour moi, faire la différence entre ces deux personnages, c'est déjà trop m'en demander. Pour l'investissement émotionnel, c'est donc très compliqué. En plus, par rapport à The Ocean Wave, je trouve la mise en scène moins inspirée. Il y a quelques fulgurances, notamment pendant la scène de la fête qui est assez grandiose, mais c'est quand même assez plat sur la globalité du film. Donc ouais, malgré une qualité indéniable au niveau des comédiens, l'ultime métrage de l'une des réalisatrices les plus importantes de l'histoire du cinéma me laisse vraiment sur ma faim. Et tel un passage de flambeau, dès la fin de la carrière d'Alice Guy, avec un film de tromperie et de chantage, un tout nouveau réalisateur commencera sa carrière avec une histoire de tromperie et de chantage. Ce réalisateur, c'est Abel Gance. Abel Gance, très grand réalisateur français des années 20 et des années 30, aujourd'hui légendaire pour l'ampleur technique de son film Napoléon de 1927, débute sa carrière avec le très bon Malter Dolorosa. Le récit du film est étonnamment sombre pour l'époque. On va également suivre une histoire de tromperie et de chantage, mais avec un gosse dans l'équation. L'enfant du couple, gravement malade, qui a urgemment besoin de soins. Le mari, ayant la garde de l'enfant, ne donnera aucune nouvelle de son état à sa femme, tant qu'elle n'aura pas dit le nom de l'homme avec lequel elle l'a trompé. Ça va être une bataille de silence ultra tendue jusqu'à ce que l'un des deux craque. Ajoute à ça un libraire qui a toutes les preuves de ce qu'a fait la femme et qui, contre une certaine somme d'argent, gardera le silence, et on a un récit très solide et très efficace en termes de stress. Niveau scénario, me voilà très investi, mais en plus, l'image est vraiment stimulante. Il y a une certaine étrangeté dans la réalisation du film, des angles de caméra atypiques, des séquences qui suspendent le temps, un travail de la lumière qui donne une beauté et une élégance à certains plans, ça fait vraiment plaisir. Ça s'amuse même avec les intertitres, n'étant parfois pas des dialogues, mais des citations minutieusement placées. Dès son premier film, Abel Gance expérimente, essaye des trucs, toujours à la recherche de l'émotion et du signifiant. À 34 minutes de film, la scène de dialogue est géniale. L'impassibilité du mari et son « j'ai payé » qui sonne comme une punchline, nous faisant comprendre qu'il a lui-même payé le libraire parce qu'il veut connaître la vérité d'aucune autre bouche que celle de sa femme. Incroyable. Sa maîtrise de soi lui donne une aura vraiment puissante, immorale et menaçante. Mais quand il commence à perdre les pédales au fur et à mesure qu'il réalise qu'il n'est peut-être pas le père de l'enfant,
il devient vraiment angoissant. C'est très rare que je sois autant investi émotionnellement dans un film de cette époque, si bien que le dénouement a réussi à me nouer la gorge. J'avais la vision du cinéma d'Abel Gance comme un cinéma noble, épique, intellectuel, ultra ambitieux et peut-être un peu élitiste. Je ne m'attendais vraiment pas à une captation de l'émotion humaine aussi juste et saisissante. Je suis content et j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière. Et je vous propose de continuer dans les drames familiaux bourgeois, puisque ça a l'air d'être le thème récurrent de cette année. The Poor Little Rich Girl, réalisé par Maurice Tourner. Au début du film, j'ai eu un peu peur. J'avais vraiment cette impression que Maurice Tourner ne s'était pas trop foulé en termes de mise en scène. C'est efficace, mais ça se contente d'être illustratif. En revanche, en termes de caractérisation des personnages, c'est vraiment très solide. Ce n'est pas très subtil, mais au moins, t'as du ressenti qui arrive tout de suite. Instantanément, j'ai eu de la compassion pour cette gamine que l'on prive d'enfance, pensant que la possession et la hiérarchie de classe suffit à la rendre heureuse. Elle m'a tout de suite fait penser à la princesse Charlotte de Berserk. Instantanément, j'ai viscéralement détesté cette tutrice. Elle est méchante, cruelle, inhumaine, j'adore. Et puis, plus le film avance et plus la mise en scène se réveille. On va vraiment travailler le cadre et le décor de manière à te faire ressentir la solitude de la gamine. On va surtout abaisser la caméra pour que l'on soit vraiment de son point de vue. Et à ce moment-là, où la gamine devient le focus principal de la mise en scène, le film devient adorable. L'énergie et l'assurance de la gamine est vraiment communicante. Mary Pickford, très grande star du cinéma muet à ce moment-là, incarne le rôle à merveille. Le film est vraiment drôle et touchant dans ses moments de bonheur, car ils sont toujours mérités. Parce que chaque moment d'amusement ou de bêtise, c'est toujours une petite victoire du point de vue de la gamine contre la monotonie de la vie bourgeoise. Et surtout, les moments plus tragiques sont tellement plus forts en contraste. La conversation que la gamine a avec son père, un homme toujours occupé qui ne prend jamais le temps pour elle, est vraiment fort émotionnellement. Regardez-moi ce dialogue. J'adore le travail du dialogue dans ce film. Ça arrive vraiment bien, je trouve, à trouver cet équilibre entre poétique et naturel. C'est dans ce film qu'il y a le dialogue qui m'a le plus touché de l'émission, mais je vous en parle juste après. Et c'est à ce moment, vers la fin du film, où je me dis que, quand même, le film commence un peu à tourner en rond, que le manque de vitalité dans la mise en scène commence vraiment à se faire sentir, que Maurice Tourner décide qu'être efficace c'est bien, mais là, je vais t'envoyer 30 minutes de bad trip. La tutrice décide de tuer la gamine en l'empoisonnant, et son cerveau va commencer à faire n'importe quoi. La scène est géniale. Les costumes, les décors, tous les échos qui sont faits au monde imaginaire de la gamine, cette idée de basculer la caméra de gauche à droite pour signifier la désorientation, c'est beau, c'est riche, c'est audacieux, c'est émouvant, c'est tout ce que j'aime. Pendant son bad trip, on a un montage parallèle avec le monde réel et les adultes qui font ce qu'ils peuvent. La mère s'approche de la gamine et on a ce dialogue. Ce dialogue où la gamine arrive à avoir un éclair de lucidité en disant le titre du film, en exprimant tout le message du film, tout en corrigeant sa mère. C'est celui-ci, le dialogue qui m'a le plus touché de toute l'émission, détrônant au passage celui de Falling Leaves de 1912. Et je vais terminer avec ce film par mentionner cette scène ultra tendue où la mort tend les bras à la gamine et la gamine hésite à la rejoindre. C'est formidable, ça m'a vraiment eu car je ne savais pas si Maurice Tourner allait porter son message de manière aussi radicale. Et je vous laisserai voir le film pour savoir si la gamine meurt à la fin. The Poor Little Rich Girl, c'est une très grande réussite. Ça tape dans le mille à peu près partout, c'est un petit bonheur de tendresse douce amère qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai un dernier film de problème de bourgeois à vous proposer, ensuite promis, je change de registre. The Little American, réalisé par Cecil B. 2000, avec encore une fois Mary Pickford dans le premier rôle. Bon, je vais être honnête, les 20 premières minutes du film sont pour moi assez pénibles. C'est globalement une longue introduction aux enjeux d'une romance qui me passionne assez peu. À part Mary Pickford qui est constamment géniale, je trouve la mise en scène de Cecil B. 2000 un peu trop en pilote automatique et ça m'agace. Au fur et à mesure que le cinéma évolue, me demander de lire une page entière dès les 3 premières minutes pour comprendre l'intrigue, c'est une technique qui commence de plus en plus à m'irriter. Mais je garde espoir. On parle tout de même de Cecil B. 2000 et surtout, on a là à ma connaissance, le premier grand film de fiction centré sur la Première Guerre mondiale. Ça m'intrigue un peu plus. J'ai vu Jeanne d'Arc, je sais de quoi est capable Cecil B. 2000 en termes d'action et en termes d'ampleur. Au bout de 20 minutes de film, nos personnages sont sur une croisière. Tout se passe pour le mieux, la fête est superbement filmée, puis on a des plans montrant un sous-marin allemand en train d'aligner le bateau. Et là, le montage devient diablement efficace. On va faire beaucoup d'allers-retours entre le bateau et le sous-marin, et là, la fête ne renvoie plus du tout la même émotion. C'est exactement les mêmes plans, mais ils nous font maintenant ressentir de l'angoisse, et surtout de l'appréhension. En plus, la scène prend bien son temps pour bien faire monter la tension, et d'un coup, la soirée vire au cauchemar. La scène ressemble beaucoup à celle que l'on a traitée dans Atlantis,
dans l'épisode des films de 1913. Et je ne saurais vraiment pas dire si le naufrage mis en scène par Cecil B2000 est meilleur. Il y a moins de chaos, moins de plans impressionnants, et j'y ressens moins l'étouffement de centaines de personnes qui paniquent dans un espace clos. En revanche, le décor est hyper ludique. Un kiff très bête que j'ai depuis que je suis gosse, j'adore l'eau qui monte. Comme avec la destruction, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau devant ces scènes que j'aurais du mal à expliquer. Bref, c'est la panique, la scène m'amuse beaucoup, et on sort à l'extérieur du bateau. Là, contrairement à Atlantis, il fait nuit, et en termes d'inconfort et de désorientation, ça marche super bien. Toute la scène est éclairée de façon périmétrique, comme s'ils avaient installé un mirador. Le champ de vision est hyper réduit, c'est l'enfer partout. Et malgré le chaos, on a de la chorégraphie. Notamment tout ce qui concerne le minuscule canot de sauvetage, où tout le monde va se battre pour avoir une place dessus. La scène est vraiment impressionnante de maîtrise. Le reste du film est assez excellent. L'imagerie militaire est beaucoup plus présente, on a une belle idée de montage où des flashs de la guerre apparaissent quand le personnage en parle. C'est étonnamment moderne, c'est une technique que l'on emploie encore aujourd'hui quand on veut avoir une représentation dynamique des souvenirs. Tout cela culmine en une superbe scène de Home Invasion, où tout un régiment réquisitionne une maison. On a d'abord une scène d'agression qui m'a sincèrement mis sous tension, puis une transformation complète de la demeure en bastion militaire, en un endroit où le féminin n'a plus sa place, perd toute intimité, toute autorité, et devient juste un divertissement pour les soldats. C'est montré de manière crue, et dans le contexte global du film, je trouve que ça tape dans le mille. La fin du film est démente, mais je n'aimerais pas vous la spoiler si le film vous intéresse. Honnêtement, si vous ne craignez pas le muet et le noir et blanc, ça peut vraiment vous plaire. The Little American est encore un banger de Cecil B2000. Avant que John Ford devienne le GOAT, pour moi, c'est véritablement lui, le chef d'orchestre du cinéma américain à gros budget. Et avant de vous parler du film dont j'ai vraiment envie de vous parler, allons voir des films un peu plus modestes. Anawa Ekonai Meito no Maki, réalisé par Junichi Kochi. C'est le tout premier film japonais, et même le tout premier film asiatique, dont je parle dans cette émission. Et c'est apparemment le tout premier court-métrage d'animation japonais. Bon, évidemment, c'est très rudimentaire, mais c'est très lent aussi. Ça arrive à m'ennuyer alors que ça dure à peine 4 minutes. Mais vers la fin, il se passe un truc esthétiquement. Ce noir et jaune, je le trouve vraiment beau, et surtout, on a le premier combat de l'histoire de l'animation. Ok, c'est nul, mais en tant que fan d'Alan Baker, ça me fait un petit quelque chose de voir les tout débuts de la bagarre en animation. Du côté du cinéma russe, je vais passer vite sur Satan triomphant, réalisé par Yakov Protazanov. C'est un film qui a pas mal de bonnes idées, notamment un raccord de montage qui m'est vraiment resté en tête. Certains plans, certaines manières de filmer les décors et les personnages me font penser à de l'expressionnisme allemand, mais je n'ai pas trouvé ça très passionnant. Le film russe sur lequel j'ai envie de passer un peu de temps, c'est The Dying Swan. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce qu'on a là le dernier film réalisé par Yevgeny Bauer. Voulant fuir la révolution russe qui éclate en 1917, Yevgeny mourra de plusieurs blessures et de maladies le 9 juillet de cette même année, à 52 ans. Je ne sais pas si The Dying Swan est réellement le dernier film réalisé par Bauer, mais c'est en tout cas le seul de cette année que j'ai pu retrouver en assez bonne qualité sur internet. Le film en lui-même, je n'ai pas grand chose de bien passionnant à dire dessus. C'est sympa, ça se regarde tout seul, c'est même assez prenant en termes d'émotion, mais c'est moins remarquable que ses précédents films. Surtout After Death. Les personnages sont assez atypiques. J'ai été assez marqué par cet artiste torturé qui entretient une obsession malsaine avec la mort. On a également une scène de cauchemar vers la fin du film qui m'a pas mal surpris en termes de mise en scène. Ça joue beaucoup avec les lumières vives et soudaines, il y a un vrai travail sur les angles de caméra pour que le décor et les personnages soient oppressants, et ce final avec toutes les mains qui s'approchent, ça fonctionne vraiment bien. On se souviendra de Yevgeny Bauer comme le seul cinéaste russe sur lequel j'ai vraiment développé. Un cinéaste aux thématiques sombres, aux histoires prenantes, et surtout, un cinéaste qui faisait preuve d'une maîtrise cinématographique vraiment remarquable. Et nous quittons la Russie pour nous rendre à notre terminus, à savoir la Suède, plus précisément chez le cinéaste Victor Sjöström. En 1913, j'avais dit le plus grand bien de son film Ingeborgholm, que ce soit pour ses qualités scénaristiques ou pour le jeu de ses comédiens. 4 ans plus tard, le réalisateur suédois revient avec 2 nouveaux films. Tausend Franz Stormtropet est malheureusement très mal conservé. Pour le bien de nos yeux, on va le skip. Le second film, c'est Terjevigen. Et lui, il va nous prendre un petit bout de temps. Voir ce film a été une vraie galère. Certes, je me démerde relativement bien en anglais, mais disons que ma maîtrise du suédois est assez inexistante. Hélas, la copie extrêmement bien conservée disponible sur Internet Archives n'a pas de sous-titres.
Pour profiter du film dans les meilleures conditions, j'ai dû télécharger un fichier de sous-titres, évidemment pas synchronisé au bon timecode de la copie, traduire un des intertitres pour avoir une référence temporelle, et utiliser le double écran pour avoir le film d'un côté et les sous-titres de l'autre. J'espère donc que le film vaut le coup. C'est le meilleur. Là actuellement, depuis l'année 1900, j'ai vu 236 films. Terjevigen est le meilleur sans aucune hésitation. Terjevigen a 3 énormes points forts, à commencer par son récit. Et c'est la 3e fois que je fais ça dans l'émission, mais je mets une petite alerte spoiler. Si vous ne voulez pas vous embêter avec tout ce processus d'archives et de sous-titres, le film est tout simplement sur Netflix. Voilà. Très cool de se rendre compte de ce genre de détails une fois qu'on a maté le film. Il y a même Ingeborg Holm pour ceux qui veulent. Allez, on se reconcentre. Revenons à nos petits moutons. Terjevigen nous raconte le quotidien paisible d'un village de pêcheurs qui se retrouve bouleversé par les guerres napoléoniennes. Un blocus est mis en place, empêchant tout approvisionnement en nourriture. Terjevigen, le personnage principal, va devoir traverser la mer pour espérer récupérer de la nourriture tout en contournant les blocus militaires. Malheureusement, il se fera capturer et envoyer en prison. Il ressortira de prison 5 ans plus tard en étant méconnaissable. À son retour au village, le pire scénario qu'il avait imaginé s'est produit. En pleine dépression et en pleine démence, Terje redevient lucide quand un bateau se retrouve en difficulté. Malgré ses efforts héroïques, le bateau s'échoue et Terje se retrouve en face du Britannique qu'il a condamné 5 ans plus tôt. Dans une scène que je trouve un peu trop courte, Terje préfère la voie du pardon plutôt que de la vengeance grâce à la présence de la famille du Britannique. C'est une histoire vraiment puissante, vraiment prenante sur le papier, mais bien évidemment, ce qui importe, c'est comment cette histoire nous est racontée. Il y a 3 immenses réussites dans le film. Premièrement, la première chose qui nous frappe, c'est la beauté visuelle du film. Chaque plan est un bonheur de composition et de texture. C'est le film qui vient détrôner de pas grand chose le X mystérieux sur l'aspect visuel. Le travail de la lumière naturelle et du filtre de couleur sur le noir et blanc accompagne parfaitement l'émotion que la scène doit dégager. Un rouge sombre et déprimant quand Terje se retrouve devant la sépulture de sa famille, et un bleu bien plus clair dans les scènes d'action et de tension. La deuxième grande réussite du film passe par le montage. Très efficace pour nous introduire dans le récit, très efficace pour nous faire ressentir la tension et l'adrénaline d'une course-poursuite, très efficace pour nous faire ressentir l'urgence de la perte des ressources, et surtout, très efficace pour nous faire ressentir l'épique du sauvetage et de la puissance émotionnelle de ce qu'accomplit le personnage. C'est si bien rythmé que l'absence de bande originale n'est pas un gros problème. Le montage a sa propre musicalité. Et la 3e grande réussite de Terjevigen, c'est Terjevigen. Interprété par Victor Sjöström lui-même, il y a 0 fausse note dans son jeu. Même les émotions les plus fortes sont toujours convaincantes. J'adore par exemple sa manière d'interpréter le choc de la perte de sa famille. Il ne s'effondre pas en larmes de manière grossière. Il est perdu, déboussolé, dans une incompréhension totale. Et c'est tellement plus convaincant je trouve. La scène où il part sauver le bateau britannique est hyper galvanisante, en partie grâce à son jeu. Il devient tout de suite le maître à bord, il hurle le désordre, tout en domptant le chaos de la situation. Là où tout le monde le voyait désormais, comme le fou du village une scène plus tôt. Ce film est génial, mais je mets quand même un gros bémol sur la scène de fin. Le pardon arrive bien trop rapidement pour être crédible. Terje et le Britannique deviennent instantanément potes, je n'y crois pas une seule seconde. Et c'est vraiment dommage. Peut-être que certains plans du film ont brûlé, mais ça donne vraiment la sensation d'une fin trop vite expédiée. Bon, malgré ça, oui, meilleur film depuis le début de l'émission, et peut-être que ce sera le meilleur film des années 10. Il reste encore les années 1918 et 1919 pour trouver un film qui puisse le détrôner, et honnêtement, c'est tout ce que je souhaite. Je voulais faire une émission plus courte que la précédente, et j'ai lamentablement échoué. Même sans faire de grosses digressions comme j'ai pu le faire dans l'épisode précédent, cette sélection de films était excellente et j'avais vraiment envie d'y passer du temps. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de la parcourir. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se reverra pour je ne sais quand, afin de parler soit des films de 1918, soit d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine.